Je suis Claire Autant, j'anime l'atelier avec Robin Marot qui va arriver. Donc, je vous rappelle, la demande, c'est de faire une présentation sur le plan en cours. Donc, je ne vais pas tout dire. 5 minutes environ. Et puis, de garder ensuite du temps d'échange sur un certain nombre de points. Potentiellement des points de croisance d'intérêt entre vos communications par rapport au thème de l'atelier, donc qui est gouvernance, un fonctionnement institutionnel inclusif. Quels exemples, quelles réalités? Donc, je propose qu'on suive l'ordre qu'on m'a donné. Voilà, avec l'intervention autour de l'intégration des savoirs issus d'expériences vécues dans l'organisation des soins en santé mentale. L'exemple du pôle de santé mentale 59G21, orienté rétablissement. Alors, pour l'intervention, ça serait bien d'être à côté du micro. Je ne sais pas si vous pouvez vous déplacer. Ah, pardon, c'est nous. Je suis en train de mélanger. C'est vous, ok. Oui. Donc, vous êtes déjà dans le micro, tout va bien. Pardon, j'étais en train de… Pourtant, je l'ai bien noté. Ça marche, vous nous entendez bien? Très bien. Ok. Alors, pour faire une petite présentation succincte, je m'appelle Antoine Ballet, je suis médecin, je suis psychiatre, je suis avec ma collègue Caroline Bizet, psychologue. Et on vient vous présenter un petit peu le travail qu'on fait sur ces questions d'inclusivité et surtout de l'intrication dans l'organisation des services, dans le côté institutionnel. Donc nous, on a un pôle de santé mentale, on est bâti sur un secteur de psychiatrie publique, on fait partie d'un hôpital qui s'appelle le PSM Lille Métropole. On dessert un bassin de population d'à peu près 85 000 habitants. On a un service qui a une histoire depuis 40 ans d'engagement dans les questions de droit et de citoyenneté auprès des personnes qui sont étiquetées avec un problème de santé mentale. Et cette réflexion-là, elle s'est nourrie au fur et à mesure des années et elle a commencé à ouvrir la question de l'inclusion de ces personnes dans le dispositif, notamment en 2015, quand notre service s'est orienté vers la philosophie du rétablissement et les pratiques orientées rétablissement, ce qui en santé mentale peut être résumé de manière assez caricaturale à l'idée de dire que c'est les personnes concernées, les personnes qu'on accompagne, qui définissent elles-mêmes leurs propres objectifs, qui définissent elles-mêmes leur propre parcours pour atteindre ces objectifs, et que nous, on a un rôle de support et de catalyseur pour ces parcours-là. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a adopté en 2015 et c'est quelque chose qui, tout de suite, a été traduit directement dans les fonctionnements institutionnels avec des choses très simples, comme le fait que les objectifs soient définis avec les gens, le fait que les personnes soient invitées et associées de manière systématique à toutes les prises de décision qui les concernent. On a mis en place comme ça différents fonctionnements institutionnels pour s'assurer que les personnes qu'on accompagnait étaient tout le temps dans le dispositif. Mais après, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas forcément parce qu'il y avait d'autres dynamiques institutionnelles, il y avait d'autres enjeux de pouvoir qui fait que comme les personnes ont une relation de dépendance avec nous une grande partie du temps, les options sont tronquées. Et du coup, après, on a lancé différentes dynamiques pour essayer d'augmenter un petit peu ces options-là. On a notamment beaucoup développé et on est encore en train de développer des outils d'autodétermination basés sur la philosophie du rétablissement. On a un projet à l'heure actuelle où on travaille avec des personnes concernées pour construire un outil là-dessus avec elles. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que on ne pouvait pas faire porter le poids d'ouverture du champ des possibles uniquement à la personne concernée, il fallait qu'on soit nous aussi actrices et acteurs là-dedans. Et donc, on a essayé d'intégrer à l'intérieur de nos fonctionnements des différences de point de vue, et notamment le point de vue des personnes psychiatrisées. Et donc, du coup, ça, on l'a fait avec 3 grandes thématiques. On a essayé d'intégrer ce point de vue-là dans le travail des professionnels de santé. Et donc, du coup, on a beaucoup développé les questions de pair aidance et l'inclusion des travailleurs pairs dans nos services, histoire d'avoir des professionnels qui puissent penser différemment et qui puissent penser des solutions différentes et que du coup, ça soit dès le départ dans la tête des gens. On a aussi essayé de mettre ça dans la tête des professionnels de santé un petit peu classiques en organisant des sessions de formation à l'intérieur de notre pôle qu'on appelle des formations d'experts d'expérience, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont expertes par leur expérience vécue, qui souvent sont dans un fonctionnement associatif, qui viennent former les professionnels à une autre approche, une autre façon de voir leur point de vue, leur vécu des choses, histoire de pouvoir mettre dans la tête des professionnels d'entrée ce qui peut se passer dans la tête d'une personne concernée.
Et donc, du coup, de pouvoir que ça puisse être pensé dès le début et qu'on n'arrive pas sur des zones de blocage au fur et à mesure du parcours. L'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de travailler un peu l'herméneutique au niveau du service, de s'assurer qu'on puisse penser des solutions différentes, parce que souvent, ce qui coince en pratique, c'est que les institutions viennent mettre des barrières sur les projets des gens. Et même si les professionnels sont motivés à pouvoir accompagner, à pouvoir faire des choses originales, les barrières institutionnelles, elles sont importantes. Et donc, l'idée, c'était de construire un système où, à différentes étapes de l'institution, il y ait cette ouverture d'esprit, ou en tout cas, il y ait cette différence de pensée. Et un des gros aspects qui, pour moi, représente bien ça, c'est on a organisé depuis plusieurs années des élections au sein de notre service, parmi les personnes qui sont usagères de nos services, de représentants qu'on appelle des porte-paroles, qui viennent siéger dans les instances, mais qui viennent siéger dans les instances, j'ai envie de dire, à petit niveau, c'est-à-dire que ce n'est pas des instances à l'échelle de l'établissement où on prend des décisions quinquennales, c'est des instances, on a un comité de pilotage qui se réunit toutes les 2 semaines et on prend des décisions pour notre pôle. Et donc, du coup, on a de manière systématique des représentants d'usagers qui sont là pour nous faire des retours sur comment les choses s'organisent, pour être dans la prise de décision. Ils ont le même pouvoir que les autres au niveau décisionnel. Et l'idée de ce dispositif-là, c'était de pouvoir arriver à mettre de la proximité. Parce que souvent, dans les logiques institutionnelles, on veut mettre les personnes concernées dedans, mais on les met à des échelles qui sont très, très hautes et qui les déconnectent complètement de la réalité du terrain et où souvent, ils n'ont pas le pouvoir de vraiment pouvoir agir. Donc là, on a essayé de faire quelque chose qui était pragmatique. Et donc, on pense que c'est un tout, puisqu'on est quand même c'est tout un fonctionnement institutionnel, mais l'idée, c'était vraiment de se dire, on va en mettre un petit peu partout. Et en mettant un petit peu partout, on va faire des petites ouvertures. Et avec ces petites ouvertures, on va créer la possibilité que des solutions alternatives puissent se penser, que les gens puissent prendre eux-mêmes leurs décisions. Donc voilà, le gros message que je voulais passer aujourd'hui. Je passe en premier, il est 9 h du matin. Mes efforts de synthèse sont au maximum. Je pense que j'ai tenu les 5 minutes. On est à 5 minutes 28, donc c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir Merci. le temps. È solamente per donc deux paroles pour dire ce qu'est Olinda. Intanto Olinda è una cooperativa sociale che è nata nel processo di chiusura dell'ospedale psichiatrico di Milano Paolo Pini. Donc Olinda, c'est une coopérative sociale qui est née de la fermeture de l'hôpital psychiatrique Paolo Pini à Milan. L'Italia ha una legge dal 1978 che chiude tutti i manicomi pubblici. Donc en Italie, il y a une loi qui est de 1978 qui a obligé qui a donné 20 ans pour que les hôpitaux psychiatriques ferment. Che si chiama legge Basaglia per il nome dello psichiatra che ha promosso questa nuova pratica. Donc, qui est dit la loi Basaglia, qui est la personne qui a un peu initié tout ce mouvement pour avoir de nouvelles pratiques. In Olinda noi nasciamo 20 anni dopo questa legge e abbiamo fatto quello che ha fatto Basaglia a Trieste 20 anni prima di noi. Donc à Olinda, ils ont commencé 20 ans après la loi Basaglia. Et ils ont fait la même chose qu'a fait Basaglia, Franco Basaglia, donc à Trieste, 20 ans avant. Donc. Quindi la scommessa, che oramai ha 25 anni, quella che abbiamo fatto e che oggi vive ancora, era quella di trasformare dei pezzi di manicomio che stava ancora chiudendo, ma che 25 anni fa ancora era aperto, trasformarli in una impresa sociale. Donc le projet a été de fermer petit à petit des morceaux de l'hôpital psychiatrique qui existait encore pour le transformer en entreprise sociale. Abbiamo trasformato al momento 3 grandi strutture nel Paolo Pini. 3 padiglioni, sì. Donc, ils ont commencé par transformer surtout 3 grands pavillons qu'il y avait à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique Paolo Pini. Ma allo stesso tempo abbiamo aperto tutto il Paolo Pini alla città. Et dans le même temps, ils ont ouvert l'hôpital à toute la ville. Oggi al Paolo Pini vengono migliaia di persone ogni giorno. Donc aujourd'hui, ils viennent à Olinda des milliers de personnes. Perché abbiamo dentro lì un ristorante
un ostello, un teatro. Parce qu'ils ont dedans, dans l'hôpital, enfin, dans l'ancien hôpital psychiatrique, ils ont maintenant un restaurant, une auberge de jeunesse et un théâtre, dove le persone lavorano, guadagnano i soldi per vivere. où les personnes travaillent pour gagner de l'argent. E dove facciamo anche, mescoliamo insieme cose che normalmente non stanno insieme. Et c'est aussi il mélange des choses qui normalement on ne mélange pas ensemble. Mercato, cultura, salute, Donc, scuola. commerce, culture, école, santé. Ok, Merci. insieme. Di modo che usiamo i soldi del mercato per fare anche riabilitazione. Donc, de la manière d'utiliser l'argent du commerce pour faire avec de la réhabilitation. Usiamo anche le risorse della sanità e della psichiatria per fare anche mercato. Et utiliser des ressources de la psychiatrie pour faire du commerce. Usiamo anche cultura per fare tutte le altre cose insieme. Mescoliamo. Presque celle-là, je ne pourrais pas la traduire, mais bon. Et donc aussi la culture pour faire toutes les choses ensemble, faire venir du monde, tout ça. Ecco, sono qui oggi, siamo in pochi perché Olinda oramai ha 50 persone che lavorano tutti i giorni. Donc aujourd'hui, ils sont peu, ils sont 3. Enfin, ils sont peu parce qu'il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent tous les jours. E una parte di queste sono svantaggiate perché le cooperative sociali hanno la missione di inserire il lavoro. Et donc, une partie de ces travailleurs, des personnes qui travaillent, sont désavantagées parce que la coopérative sociale, c'est une de ses missions, c'est d'embaucher des personnes désavantagées. Potrei parlare ore e ore di tutto questo, perché abbiamo anche altri 2 ristoranti. Donc, il pourra en parler des heures parce qu'ils ont aussi 2 autres restaurants dans la ville. Uno in centro a Milano, dentro un teatro. Donc, un dans le centre, dans un théâtre. Un altro a Lecco, in una cittadina a 40 km da Milano, in una stabile requisito alla mafia. Et un autre restaurant à Lecco, Lecce, je crois en français, qui est une ville assez proche, qui est dans un lieu qui a été repris à la mafia par la justice. E ne apriremo un altro fra poco. Domani è il primo giorno che facciamo panini e birra, ma poi apriremo un ristorante. Et ils vont en ouvrir un autre dans la ville qui ouvre aujourd'hui, Sempre a Milano. avec une petite activité pour commencer. Fuori c'è un computer con un video che ha fatto Andrea che racconta un po' di Olinda e racconta con la sua modo di raccontarlo, con la sua scelta culturale e teorica. Alors, dehors, c'est-à-dire juste à l'entrée de l'amphithéâtre, il y a une vidéo qui tourne, qui a été réalisée par Andrea et qui raconte avec son mode un peu ce qu'est Olinda et en tout cas ce qui peut avoir lieu à l'intérieur. Ma a me piace tantissimo perché ha delle immagini della nostra storia e del pensiero che abbiamo dietro. Et donc, ça lui plaît à lui particulièrement parce que c'est une image de leur histoire et de leur manière de penser. Ora aussi. do la parola ad Andrea, ma prima il concetto bello che c'è dentro questa cosa qui è un concetto che viene da Basaglia, che è la città che cura. Alors, une des choses belles à l'intérieur, c'est que ça vient directement c'est lié directement à un concept de Basaglia, qui est que c'est la ville qui cure, qui soigne. Andre, dici 2 parole sul video. Buongiorno. Le document de Genève que la Quinte internationale communiste n'a rien à voir avec les sociétés coopératives Olinda et le projet culte sont clairs comme le lieu du jour, le sol du jour. Il y aura 2 conseils généraux et même 2 congrès. J'ai resté dans l'État et dès les premiers moments de conflit claritaire entre les conseils pratiques à Londres et les conseils théoriques idéalistes à Genève, il ne peut avoir 2 corps internationaux.
par profession. Dans l'international communiste, pas plus que 2 conseils généraux. Du reste, qui vous donner le droit de reconnaître son distant bureau central sans mandataire dans les membres appartenant à la même nationalité, se constitue paragraphe 3 du règlement et si est pour cas un bureau national de leur pays. Ces messieurs n'ayant pas de constituante et même chef violent que la Quinte internationale communiste est constituée mandataire pour eux. Si l'international refuse de le faire, qui reconnaîtra des groupes initiateurs, autrement le bureau central pour ses représentants. Le Conseil central de l'économie internationale communiste a passé à 3 élections successives au monde sans qu'elle représente des myriades d'ouvriers. Mais initiateurs et puis si sont volants de faire abstraction des formalités d'élection qui représentaient les noms qui formaient ces groupes initiateurs, ces groupes qui prétendent des donner pour mission spéciale d'étudier les questions politiques et philosophiques, ce sera sans doute la science artistique qu'ils représenteront. Nous trouvons parmi les hommes dont il est notoire qu'ils ont passé leur vie entière à étudier ces questions. Au contraire, pas un homme dont le protère a été jusqu'à même osé prétendre passer pour un homme de sciences artistiques. S'ils sont mandataires comme représentants de la démocratie sociale, ils se le sont encore 1000 fois plus comme représentants delle scienze delle arti. Merci. Buona visione. Andrea, possiamo citare il tuo testo? Sì, sì, Così si capisce un po' meglio perché la sono tua giù, pronuncia i volantini sono giù. Ah, Vado a prendere. No, non, dopo. non, dopo. Ce texte-là, vous pouvez le trouver juste à côté de l'ordinateur, parce qu'il l'a écrit en français. Et il n'a pas très bien travaillé la prononciation française. C'est parfait, encore. Mais on peut le faire tourner tout de suite, peut-être. Poi vorrei chiedere ad Alessandro, invece, togliti la maschera, che lavoro fai? Donc, il Lavoro demande à dentro, Alessandro quel travail il fait. lavoro dentro l'Inda come barista da ormai quasi 20 anni. Aspetta. Donc, il travaille dans le restaurant d'Olinda comme barista et barman. Barman. Merci. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. E quante persone incontri ogni giorno? Combien de personnes tu rencontres dans la journée? Tante, ovviamente di tanti tipi diversi di persone comunque. Beaucoup diverse. et beaucoup de gens très différents. Tipo. Ieri sera siamo andati in un ristorante e Alessandro dice, ma non si fa così. Hier, on a été dans un restaurant et Alessandro dit non, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Perché noi siamo abituati ad avere nel nostro ristorante tante persone, anche 120 in una volta, in un pranzo. Donc, parce qu'ils sont habitués dans leur restaurant à avoir beaucoup de gens, jusqu'à même 120 personnes des fois pour un service. O nei catering. Au catering aussi. Oppure al teatro Puccini, dove lui lavora spesso, dove in mezz'ora ci sono 400 caffè. Donc, parce qu'il y a aussi le théâtre, et donc en une demi-heure, il peut y avoir 400 cafés à faire. E dove abiti, Alessandro? Où habites-tu? In che senso dove abito? È che hai messo una casa sua da solo. Cioè, Abito con un mio amico in un appartamento a Milano, diciamo tramite una cooperativa di case.
Questo devo spiegare a Christophe. Non, il habite avec un ami à lui dans un appartement à Milan. Non so come spiegare questo, anche perché Una cooperativa edilizia. sì. In Italia c'erano queste cooperative edilizie nate nell'Ottocento che comprano la casa, la costruiscono e rimane proprietà indivisa. Uno diventa socio e poi quando è il suo turno gli danno. Pour être socios de cette coopérative et puis après accéder à un logement. Alessandro, chi decide in casa tua cosa fare, che mobili mettere? Beh, sono io ovviamente. Alors, qui c'est qui décide de ce qui se passe dans la maison, des meubles à mettre, etc. Il a dit c'est moi objectivement. Je vous propose qu'on s'en arrête là, puis on reviendra sur Merci les beaucoup. échanges plus tard. Merci beaucoup. Il faut qu'on laisse notre place. Alors. Oui, il faut que le groupe suivant, donc, Vous pouvez rester par là, comme ça c'est plus simple, on va rajouter des chaises par la suite. C'est difficile de prendre le relais après une si belle intervention. C'est difficile de... Non, pardon. Donc, bonjour à tous, Emmanuel Garelli, je suis directeur de l'innovation et des parcours pour l'association GRIM. Donc, l'association GRIM accompagne 2000 personnes en situation de handicap psychique sur le département du Rhône au travers de ces 3 pôles d'expertise. La protection, avec notamment les tutelles et curatelles, l'accompagnement avec les services SAVS et SAMSA, et l'hébergement avec 3 maisons du GRIM et un service d'accompagnement renforcé au logement, nos domiciles inclusifs. Au sein de nos services mandataires judiciaires, nous avons créé des commissions sociales qui ont pour but d'aider les professionnels dans les accompagnements et les situations difficiles qu'ils peuvent rencontrer au quotidien avec les personnes accompagnées. Ces commissions sont composées de la direction des parcours, des chefs de service des services mandataires et également des professionnels mandataires judiciaires et sont ouverts aux travailleurs sociaux de nos autres activités pour permettre un regard pluridisciplinaire. Au sein de ces commissions, nous traitons différentes problématiques remontées. Il peut s'agir de situations de violence, de perte de lien social, de rupture dans l'accompagnement, mais également des incompatibilités entre les mesures de justice et le souhait de la personne accompagnée. Dans cette dernière catégorie, je vais reprendre 2 exemples. Entre la protection de l'individu, pour lequel nous devons assurer qu'il dispose d'un toit décent, et le souhait de la personne dans son accompagnement. Que faire quand une personne souhaite avoir un parcours de rue ou souhaite s'installer dans une yourte en plein milieu d'un champ sans accès à l'eau ni à l'électricité? Ces 2 exemples sont issus de nos commissions sociales qui se déroulent tous les mois au sein de l'association et qui nous amènent à confronter le devoir de sécurisation du professionnel et la liberté de l'individu à réaliser ses propres choix de vie. Ce dilemme nous amène une autre question. Le bénéficiaire accompagné a-t-il le droit à l'échec dans son parcours de vie? L'échec est une composante essentielle d'un parcours de vie. C'est un mécanisme qui nous permet de nous remettre en cause, de nous réorienter, de nous réinventer, d'expérimenter également. L'échec fait partie de nous. C'est également un moteur essentiel pour la construction individuelle, mais aussi dans la construction de nos liens sociaux. Ce droit à l'échec, nous l'avons volé à nos bénéficiaires, à nos résidents, à nos usagers. Nous l'avons considéré comme un risque inacceptable qui ne pouvait être pris par eux et pour eux. Que nous étions là, nous, professionnels, pour les exonérer de ce risque. Son parcours est tellement chaotique, pourquoi lui faire prendre ce risque? Toutes les expériences ont été vouées à l'échec, il ne supportera pas la prochaine. Le débat est clos, il faut sécuriser le parcours, sécuriser la prise en charge. C'est un peu l'image d'un enfant que l'on couvrirait de papier bulle pour lui éviter de se faire mal s'il tombait. Et si l'on se posait la question, il, elle, a envie de tenter ce choix, et si l'essai se révélait concluant?
Lorsqu'un bébé commence à faire ses premiers pas, le stoppe-t-on immédiatement? L'empêche-t-on d'essayer? Non, on l'accompagne, on le rassure, on l'encourage. On jalonne son parcours, on le laisse prendre des risques, peu à peu, en l'accompagnant et en le sécurisant. Lorsqu'on écoute nos bénéficiaires, nos résidents, ils ont soif d'expérience, d'expérimentation. Nous avons mené récemment une étude d'impact auprès de nos bénéficiaires en leur demandant leurs souhaits, leurs rêves aussi, leurs envies. Et le premier frein était au niveau des professionnels. Mais si nous leur posons la question des rêves, ils vont tous vouloir être cosmonautes ou Superman. Verdict de l'étude, ils souhaitent un foyer, ils souhaitent un logement autonome, ils souhaitent avoir des enfants, construire une famille, voyager. Serait-il plus raisonnable que nous? La question n'est plus de leur permettre d'expérimenter, mais de comment nous, professionnels, nous pouvons les soutenir et les accompagner dans cette démarche. Ce droit à l'erreur leur est par ailleurs retenu dans le schéma régional des mandataires judiciaires de 2017. Reconnaître aux personnes protégées leurs droits, leurs volontés et leurs préférences, y compris celui de prendre des risques ou de faire des erreurs. C'est dans cet objectif que nous avons créé une expérimentation, l'expérimentation de la cellule CARE pour cellule d'accompagnement renforcée. Cette expérimentation, elle nous est financée cette année par la Fondation de France pour une durée d'1 an. Et elle permet non pas de soutenir les professionnels dans l'accompagnement, mais de renverser la vapeur en soutenant la personne accompagnée dans son projet de vie, dans son projet de développement. La construction de la cellule se fait à partir du besoin du bénéficiaire. C'est lui qui va saisir cette cellule et non plus le professionnel. Et c'est lui qui va amener son parcours de vie, son projet de vie auprès des professionnels, auprès d'une psychologue dédiée à cette activité. Et ensemble, nous pourrons construire son parcours de vie pour qu'il soit acteur de sa vie, de ses choix et qu'il puisse développer son pouvoir d'agir. C'était le mot de la fin. Bien, je propose qu'on donne la parole au quatrième intervenant, le dernier. Oui. Oui, donc merci. Loïc Andrien, donc je suis ancien éducateur, directeur d'établissements médico-sociaux et maintenant enseignant-chercheur à l'INSHEA, chercheur associé sur le programme Handicap et Société à l'EHESS. Moi, je m'appelle Mathilde Collinet, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Pau et des Pays de la Douce, dans le sud-ouest. Donc aujourd'hui, on va finir la matinée en beauté puisqu'on va parler de gestion et on va parler de tarification sur un atelier de gouvernance. Alors je suis désolé, c'est parfois un peu indigeste, mais ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, c'est l'impact de la technique sur la question de la participation. Est-ce que la tarification, notamment dans le secteur médico-social, peut avoir un impact sur la participation sociale Est-ce que la tarification peut avoir un impact sur la participation sociale des personnes en situation de handicap qui sont accompagnées dans les établissements tarifés? Alors, on se positionne d'emblée sur quelque chose qui n'est pas forcément évident et dont on n'a pas beaucoup parlé sur ces 2 jours. On a beaucoup parlé des textes, on a beaucoup parlé de la CIDTH. Aujourd'hui, ce que nous, on se positionne en disant, ce n'est pas les textes de loi qui gouvernent, c'est les outils. Donc, on s'inscrit dans une tradition de travaux, l'ASCOM, le GALES ou d'autres, mais c'est les outils techniques qui gouvernent, c'est la façon dont les textes sont traduits en outils qui va permettre de gouverner les organisations. On va prendre pour ça l'exemple de la réforme de la tarification Séraphin-PH. Donc, vous en avez peut-être entendu parler pour ceux qui sont dans le secteur médico-social, un gros serpent de mer qui date depuis déjà quelques années.
Oui, pardon. Donc Séraphin PH, projet de réforme de la tarification. Je vais le contextualiser un tout petit peu et puis ensuite on discutera de ce qu'il y a dedans et des impacts qui peuvent y avoir. Simplement pour le contexte, la réforme de la tarification du secteur médico-social, elle est juste nécessaire puisque historiquement, on a des injustices territoriales qui sont relativement importantes. Pour faire simple, d'un territoire à l'autre, on peut avoir les mêmes établissements qui vont accompagner les mêmes types de publics avec des moyens qui sont parfois de 2 à 3 fois différents. On a des injustices budgétaires qui sont relativement importantes en fonction des territoires sur le territoire national. Donc, la réforme de la tarification Séraphin PH, dans sa conception initiale, vise essentiellement à identifier les besoins des personnes en situation de handicap pour pouvoir mettre en face des prestations. Et on a rajouté assez récemment l'idée de la possibilité de financer directement les personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, elle est de trouver une équation, un modèle qui va permettre d'identifier comment donner de l'argent soit aux établissements, soit aux personnes en situation de handicap, à la fois en fonction de leurs besoins et en fonction des prestations qui sont délivrées. Ouais, donc, du coup, dans ce papier, on a voulu aussi interroger, un petit peu critiquer finalement la volonté de définir un langage commun comme base de ce projet de réforme. Et donc, on a illustré ça à travers justement la notion de besoin qui fonde ce projet de réforme-là. Et là, je vais faire référence au débat qu'on a eu hier, que ce soit en atelier ou en plénière. Hein, et on s'est assez vite rendu compte, à la fois à travers les témoignages des personnes concernées, mais aussi en plénière, hein, sur des questions d'autonomie, sur des questions aussi d'institution, de désinstitutionnalisation, que finalement, la signification qu'il y avait derrière ces termes-là, d'autonomie, d'institution, mais aussi, là c'est le cas pour le projet de réforme de besoin, recouvrait des significations différentes en fonction du contexte, en fonction de la personne qui l'emploie et en fonction des conséquences qu'on souhaite donner à ces termes-là. Donc ça, ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup en fait dans la recherche, que ce soit en philosophie, dans la recherche sur les organisations. Et donc la signification d'un mot, elle va dépendre de plein d'éléments, donc de la situation, de l'histoire vécue de la personne qui l'énonce, du contexte, du temps et de l'espace dans lequel ce mot est employé, et aussi des conséquences que l'on veut produire sur celui qui nous écoute. Donc si bien que ce qu'on a voulu montrer aussi dans l'article, c'est que l'usage d'un mot n'a pas la même signification d'une personne concernée à une autre, d'un établissement social ou médico-social à un autre, etc. etc. Donc, c'est exactement la même chose pour l'autonomie, pour l'institution, que pour la notion de besoin. Et donc, voilà. Donc, on a un petit peu critiqué en fait, le fait que ce projet de réforme, il vise en fait à stabiliser et généraliser ce qu'est en fait le besoin de la personne concernée à travers notamment l'équation et l'algorithme dont Loïc a déjà parlé, hein, donc l'équation besoin-prestation. Et donc ça a pour conséquence assez délétère finalement, puisqu'on est là sur des questions aujourd'hui de gouvernance et de participation, c'est que les besoins ils sont toujours définis par rapport à une norme, hein, qui est dictée d'en haut, hein, et par des savoirs professionnels et souvent extérieurs à la personne, hein, ce qui ne permet pas finalement sa participation effective dans la construction de ce qu'elle entend elle-même être un accompagnement de qualité et son parcours de vie. Voilà. Donc, pour conclure, simplement, les outils techniques, généralement, sont la matérialisation de certaines procédures, de certains modes opératoires. Donc, il y a une portée normative qui est relativement importante. Ici, on voit que la justification de l'injustice budgétaire territoriale dont je parlais tout à l'heure amène à des normalisations des questions d'évaluation de besoins et des types de prestations qui peuvent être déployées derrière. Et on voit que dans le dispositif technique, ce n'est pas parce qu'on a intégré les personnes concernées au moment de la conception de l'outil qu'on a renforcé forcément la question de la participation sociale. Participer à la conception, ce n'est pas nécessairement renforcer la participation sociale, puisque pour être dans la participation sociale, dans la création de communs, il faut aussi pouvoir interroger les cadres à l'intérieur desquels on intervient. Donc, on en vient à une proposition, à une idée
qui serait de renforcer peut-être, pour pouvoir renforcer la question de la participation sociale, de réellement mettre ça comme un objectif de tarification et amener les organisations, les associations à réellement valoriser la participation sociale sur le secteur au niveau local, et donc introduire une tarification à la participation qui valoriserait la participation des personnes à la gouvernance et au pilotage, à la fois des établissements, des organisations et des dispositifs d'accompagnement qui les concernent. Voilà. Merci à tous pour ces interventions et de respecter qu'on laisse moi, j'ai envie de lancer un peu la discussion à partir de votre intervention, mais sur des choses qu'on a retrouvées dans les différentes interventions sur ces questions de financement, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'on retrouve et financement et avec, je dirais, les espaces qui permettent de le discuter. Puisque dans la première intervention, on avait la question de trouver des instances où se décident des petites choses. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on sache qu'est-ce qui est décidé dans ces instances et comment ça refait le lien avec le niveau de gouvernance plus général. Parce qu'il y a des questions d'éviter les blocages, mais voilà, comment. Et est-ce qu'il y a des décisions aussi sur l'aspect financement? Dans le cas de Olinda, on voit qu'on est passé à un système de l'économie sociale et solidaire. Et moi, je m'interrogeais sur l'hôpital psychiatrique qui existait. Il avait des financements, d'où il venait, et est-ce qu'il y a tout de même des financements publics dans le système économie sociale et solidaire où on est passé vraiment à un autre modèle économique. Et puis, pour l'expérience GRIM, je m'interroge sur ce financement à l'expérimentation ponctuelle. On a 1 an. Est-ce que c'est facilitant ou au contraire, c'est un problème parce que si ça marche, on ne sait pas comment le pérenniser. Voilà. Donc, je propose qu'on ouvre là-dessus. Et puis, sur le projet Séraphin, même si c'est vous qui me donnez le filtre, j'ai quand même envie de vous interroger sur où on en est de ce projet Séraphin. C'est-à-dire, là, on est dans la fabrication de l'instrument. Est-ce que vous avez déjà des éléments pour savoir comment certains s'en saisissent? Parce qu'il y a les instruments, mais aussi ce que les gens entendent. Donc voilà, un premier gros morceau qui attrape pas mal de choses. Peut-être en reprenant l'ordre des communications, ça sera plus simple. Donc d'abord, Antoine Balège et sa collègue de l'autre côté de l'écran. Donc sur la question de l'utilité des instances de proximité, en fait, on a depuis une bonne décennie une approche qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nous, on a un hôpital psychiatrique à la base, donc c'est quelque chose qui est très vertical et qui est très hiérarchisé. Et on avait des instances pluridisciplinaires pour, à la base, faire de la cohésion entre les professionnels. Donc, on a un comité de pilotage qui se réunit toutes les 2 semaines et qui prend toutes les décisions qui sont à l'échelle plus petite qu'1 an sur le fonctionnement du service. Ça peut aller de trucs très pragmatiques sur comment est-ce qu'on organise une plage de consultation ou un accueil. Ça peut être de lancer un nouveau dispositif. Ça peut être de modifier des dispositifs existants. Il y a tout un travail aussi de remise à jour régulière de tout le fonctionnement institutionnel en se disant on va regarder régulièrement dedans ce qui s'y passe. Et donc, le contenu des instances, c'est ça. Et donc là, l'idée, c'est que notre fonctionnement soit transparent et que des personnes concernées participent à la réflexion et participent à la prise de décision. Un autre rôle de ces instances, c'est de revoir tous les événements indésirables aux soins, hein, c'est-à-dire tout ce qui se passe mal. Et donc, on a aussi nos porte-paroles des usagers qui sont en charge de traiter tous les événements indésirables du service, c'est-à-dire que toutes les choses qui dysfonctionnent dans le service passent par eux et ils ont un pouvoir de saisie, peuvent se saisir de n'importe quel dossier pour aller regarder comment les choses sont traitées. Donc, il y a une notion de transparence. Après, nous, on n'a pas forcément la question budgétaire au premier plan parce qu'on est un service de psychiatrie publique, donc on travaille avec une enveloppe globale et on est libre de dépenser cette enveloppe comme on veut. Et en fait, on la dépense par rapport à un contrat de pôle qu'on signe avec notre établissement sur un projet de santé pour le service. Et donc, dans la création de ce projet, il est refaçonné toute l'année dans les comités de pilotage. Et donc, les personnes, elles sont intégrées dans comment est-ce que l'argent va être dépensé, mais elles n'ont pas de lien avec est-ce qu'on a plus ou moins de moyens, puisque le système de financement n'est pas pensé comme ça.
La seule particularité qu'on a au niveau des financements, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des projets participatifs, on va chercher l'expertise des gens, on fait toujours en sorte que les gens puissent être défrayés, mais ce n'est pas quelque chose qui va venir changer le fonctionnement du service. Le fonctionnement du service, il est bloqué en soi. Et on répond à des appels à projets, en fait, comme le Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie, là, qui soutient la création d'une application qui va soutenir le plan de rétablissement et plan de crise des usagers. Et dans ce cadre-là, on co-construit les outils, on retravaille sur les outils pour qu'ils soient plus accessibles, plus compréhensibles. Et ils sont indemnisés, enfin, ils sont payés pour leur participation aux réunions. Il y a aussi une usagère qui a des compétences en web design qui a proposé en fait des pistes pour un avatar. Et voilà, elle est aussi rémunérée pour ce travail-là. Donc c'est vrai, à chaque fois ponctuel, et c'est peut-être, pour les ateliers d'experts, des experts d'expérience, donc des experts qui viennent témoigner de leur parcours et nous dire quelles sont les attitudes des soignants qui ont pu faciliter ou au contraire freiner leur rétablissement, leur parcours de rétablissement. Ils viennent bénévolement. L'année dernière, ils ont pu être indemnisés grâce à la réponse à un appel à projet. Donc, c'est encore quelque chose qu'on doit travailler. Et je pense aussi à l'idée du COFOR qui s'est construit à Marseille, qui est en train de se développer à Lille. Le COFOR, c'est l'idée de cours, de formation par et pour des usagers ou des experts d'expérience avec des thématiques qu'ils décident eux-mêmes et des liens qui peuvent être faits avec des écoles comme l'IRTS qui sont prêts à porter, à accueillir les formateurs et participants, avec l'idée qu'aussi les participants puissent être indemnisés dans leur participation à la formation. Et voilà, il y a beaucoup d'idées comme ça, mais c'est vrai que ça reste des enveloppes, une enveloppe globale au niveau du secteur de santé mentale publique, et puis ponctuellement, voilà, on va chercher des financements pour indemniser ou rémunérer les usagers. Oui, il y a une question, je crois, là-bas. Oui, bonjour, je m'appelle Henri Creusot. Vous ne me voyez pas, mais on peut tourner l'écran. Que je ne fasse pas de bêtises, que je ne casse pas tout. Allez-y, Laura. On perd la connexion. Bonjour, je m'appelle Henri Creusot. J'ai fait une formation de personnel en ressources santé mentale en service du professeur Franck à la réhabilitation de Lyon. Je viens à l'origine de Bourg-en-Bresse. Et en fait, c'est de la pérédance, mais nous, on précise personnel en ressources santé mentale parce que certains patients certains professionnels de Bourg ont préféré faire une distinction entre l'EDU, la licence, et la formation qu'on avait fait. Du coup, ça nous discrimine, ça nous stigmatise un peu aussi. Et je trouve ça très bien, il faut plus de formation, mais il faut également penser à ceux qui n'ont pas le bac, parce que pour la licence, parce qu'il y a beaucoup d'agents psychiatriques qui sont sans bac. Moi, je ne l'ai pas, du coup, ça me pénalise pour le DU. Et voilà. Mais par exemple, mais c'est très bien de fonctionner comme ça. L'arabe, ça m'a sauvé la vie. J'ai galéré des années en service de suite, mais vraiment des services de suite très lourds, avec des chambres de contention en CPA. Je suis resté 4 ans en isolement par période de 6 mois et un coup 1 an. J'ai un long parcours de psychiatrie et ça m'a sauvé. Monsieur Vinaga, il ne faut peut-être pas le nommer, mais je vais le nommer quand même. Monsieur Vinaga m'a sauvé la vie en me tendant la main vers la réhab. Super. Et c'est justement l'idée du COFOR, c'est qu'il n'y ait pas forcément de diplôme requis pour pouvoir participer aux formations ou même intervenir. C'est à partir des expériences, du savoir expérientiel qu'on oppose traditionnellement au savoir académique. Mais en fait, l'idée, c'est aussi que ça puisse être complémentaire, qu'ils puissent inviter des intervenants de leur choix pour parler du bien-être et même éventuellement de la gestion des traitements, de ce que ça est. L'idée, c'est de pouvoir, je pense que c'est essentiel d'être transparent et de prendre du temps pour informer et répéter, parce que je pense qu'il y a l'accès au droit, c'est aussi l'accès aux informations, et c'est à nous, professionnels, je pense, en tout cas dans les services de santé, de transmettre ça.
Et je pense aussi au fait qu'il y ait une embauche aussi de plus en plus conséquente dans le service de médiateurs de santé pair, donc qui sont embauchés sur la base de leur parcours de rétablissement, qui ont connu des parcours en psychiatrie ou en addiction et qui viennent instiller l'espoir chez les usagers. Et ils sont actuellement 5 ou 6. En place, ouais. Voilà, dans le service. C'est bien qu'il reconnaisse. En fait, pas si, je pense que vous le faites, mais par rapport aux formations que vous faites, c'est bien que ce serait bien, c'est bien, je pense que ça veut dire c'est bien, qu'il y ait une reconnaissance à la fin de la formation. C'est-à-dire qu'on a un diplôme qui valent quelque chose aux yeux des employeurs, aux yeux de... Que ce soit certifiant, ouais. Certifiant, ouais, voilà. Ouais. Ça me fait penser à... La parole, désolé. Ouais, pardon. De vous interrompre. Et sur la question, pardon, oui, allez-y. Jacques, viens là. S'approcher parce qu'en fait, ils ont l'air d'être là, mais ils sont peut-être sur la route. Donc, c'était la question. Je ne me trompe pas, vous travaillez à Lille, c'est ça? Je me demandais si vous travaillez à Lille. Oui, on travaille à Lille, oui. C'est ça. Vous travaillez avec des chasseurs de Lille ou quoi? Avec des chasseurs de Lille. On n'a pas compris. Ça coupe un peu. Avec des chercheurs de Lille. Des chercheurs de Lille. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. On n'a pas vraiment de lien avec des chercheurs ou des universités. C'est quelque chose qui est très pratique. Et c'est partie de pratique des professionnels et ça reste encore un peu hermétique au domaine de la recherche, en tout cas nos initiatives. On essaye de les documenter, mais il n'y a pas quelque chose de très formel qui est mis en place. On travaille en collaboration avec le centre de l'OMS, le centre collaborateur de l'OMS. Et puis, ponctuellement, c'est pareil, on va travailler, enfin, on va informer ou former des étudiants dans les facs, mais on va avoir des échanges avec des chercheurs, enseignants-chercheurs, mais il n'y a pas d'études actuellement en cours. D'accord, parce que moi, je travaille avec les chasseurs de Lille et j'enseigne le handicap mental avec eux, les chasseurs de Lille. C'est pour ça, c'était pour savoir, parce que comme moi, je travaille avec eux, bon, ça fait longtemps. Hein? Elle m'entend tout de même, non? Bon, mais là, c'est vrai que vous disiez, bon, nous, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. Là, on va dire, depuis 2017, on donne des cours aux élèves à partir de 25 ans pour faire ce qu'on a handicap. C'est pour ça que c'est intéressant si un jour, pour s'accoter avec les chasseurs de Lille, Cédric, et travailler ensemble pour voir comment on peut faire. C'est intéressant. Oui. Voilà. Souvent, ce qui bloque, c'est des questions de financement et de projet. Hein. Nous, on a un fonctionnement qui est très spécifique et donc, du coup, on n'intéresse pas beaucoup les financeurs parce que ce n'est pas forcément exportable parce que le reste de la psychiatrie française ne fonctionne pas comme ça. Et on a un peu une difficulté à valoriser ce qu'on fait par rapport à ça à cause de l'hétérogénéité avec les collègues. D'accord, ok. Merci. Merci à vous. Ça permet de revenir à la question financement, peut-être qu'il faut que... Oui. Vous amenez la question de la participation des usagers dans les instances et de leur rémunération. Et effectivement, on leur demande de plus en plus de participer et d'être intégrés. Et ça peut être des temps qui sont assez conséquents. Je pense que nous, on a notre vice-présidente qui est personne concernée. Et globalement, avec la participation aux instances, elle est sur un temps plein. Et au bout d'un moment, on ne peut pas être sur simplement un engagement bénévole. Il faut qu'on puisse valoriser ça financièrement. Comment vous avez pu, auprès de qui vous avez décroché des financements? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous les salariés? Est-ce qu'ils se mettent en travailleur indépendant en termes de dispositifs?
Alors, ça dépend, c'est spécifique à chacun des dispositifs parce qu'en fait, on n'a pas quelque chose de transversal où on s'est dit on va intégrer les personnes dans le service. C'est différentes initiatives, parce qu'on bosse beaucoup en sous-unités qui vont un peu toutes dans la même mouvance parce qu'il y a une mouvance de pôle. Donc, du coup, chaque organisation est un peu différente. Après, les financements, on les a principalement par des financements d'appel à projet. L'ARS, voilà. les fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie, là récemment. J'ai pas tout en tête. Ouais, c'est surtout ça. Après, on a aussi on a un petit tampon budgétaire sur quelque chose d'associatif, mais pas grand-chose, pas de quoi faire tenir un dispositif, mais ça permet d'avoir quelque chose pour les périodes de transition quand on met en place, des choses comme ça, de ne pas devoir attendre. Donc, il y a cette petite particularité-là. Et puis après, par contre, pour ce qui est des travailleurs pairs, c'est des professionnels qui ont une grille de salaire et qui sont rémunérés en tant que professionnels de santé et qui sont embauchés en tant que professionnels de santé. Et après, il y a des conventions pour les usagers. Alors, je ne suis pas de l'administration, donc je ne sais pas exactement comment, mais c'est un peu comme des vacations, je crois. Oui, c'est ça. On a des vacations de défraiement et on se pose sur les tarifications de la HAS à chaque fois comme standard. On essaye de reprendre à chaque fois ce truc-là. Ça a été une négociation avec l'établissement et maintenant, on a une petite enveloppe qui est dédiée à ce truc-là. Mais c'est un peu la difficulté, hein, c'est qu'on n'a aucune incentive au niveau tarification à faire participer les personnes, mais entre guillemets, on a la chance d'être sur de l'enveloppe globale. Et donc, du coup, on a cette liberté de pouvoir un peu jouer avec notre budget là-dessus. Et c'est un peu la remarque que je voulais faire aux collègues académiciens. C'est même si la participation était tarifée, c'est pas pour autant qu'elle est effective. Enfin, je veux dire, dans quasiment toutes les CME de France, de tous les hôpitaux de France, il y a des représentants des usagers et des aidants qui n'ont jamais aucun pouvoir et qui disent oui, oui, oui et qui font passer. Et donc, du coup, au-delà de la question de la tarification, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire un système qui force le système à faire participer les gens à la prise de décision. Et en tout cas, nous, le retour qu'on a, c'est tarification, peut-être pas suffisant, parce que quand on l'a, ça ne garantit pas que les gens soient inclus, et on peut inclure les gens sans l'avoir. Donc, il y a peut-être plus quelque chose en termes de la politique organisationnelle, ou en tout cas, il y a un truc un peu paradigmatique dans comment est-ce qu'on aborde notre travail. Voilà. Après, je sais que ce n'est pas le même enjeu que la transformation des autres systèmes, mais en tout cas, je sais que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais voilà, mon retour sur le financement, c'est celui-là. Merci. Oui, je reviens sur les aspects de l'accompagnement, plus sur les aspects politiques, hein, parce qu'on a vu les aspects, enfin non, les trois aspects d'ailleurs, juridiques, politiques, parce que vous avez parlé de la question juridique, mais qu'elle avait de l'intérêt dans les outils, donc dans la pratique des professionnels. Et je voulais comparer justement avec la coopérative sociale, hein, qui est issue de la loi 180 de mémoire, hein, c'est celle-ci, hein, dite loi Basaglia. Et au fond, je voulais comparer, hein, vous me direz, avec la coopérative sociale, est-ce qu'au fond, d'un point de vue politique, dans les instances sociales et médico-sociales, et aussi hospitalières, est-ce qu'il y a une réelle volonté de faire participer les personnes au-delà de l'aspect financier? Parce que sur l'aspect financier, on est d'accord, hein, il faut que je te dise, les personnes participent, hein, elles participent à un maximum, que ce soit dans les structures sociales, que ce soit à l'hôpital, elles payent tout le temps, via leur mutuelle, via des prélèvements qui leur sont demandés, mais il y a une participation financière qui est importante, qui est très importante. Par contre, il y a absolument très peu ou pas de participation sur le plan politique. Et c'est intéressant la question de la formation que vous soulevez, monsieur, parce que on parle, hein, de pairs aidants, d'experts d'expérience, donc des gens qui sont déjà formés à être comme les professionnels. Est-ce qu'il n'y a pas en France une volonté, et je reprends le terme que vous avez utilisé, monsieur, vous avez dit on les intègre. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté en France de prendre les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, pour les intégrer, les faire devenir comme les professionnels? Est-ce qu'au fond, les professionnels que nous sommes n'ont pas une difficulté à accepter les personnes telles qu'elles sont et à prendre ce qu'elles ont à nous apporter avec ce qu'elles sont elles-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas une pratique en France? Et c'est pour comparer avec la coopérative sociale, hein, merci d'être venu, parce que votre expérience, ça me semble tout à fait intéressante. Est-ce qu'il n'y a donc pas, non pas une volonté d'intégrer, mais une volonté d'assimiler? Et est-ce qu'il n'y a pas une volonté de rendre normal en utilisant les dispositifs de formation? Est-ce que ce n'est pas une volonté de rendre normal, comme on peut le faire d'ailleurs
dans d'autres... c'est pour ça que je dis bien en France que c'est très culturel. Est-ce qu'il n'y a pas cette même volonté qu'on peut faire d'ailleurs pour les étrangers, hein? C'est une volonté de rendre normal par la formation, par des principes qui sont véhiculés, et les professionnels que nous sommes, tous, hein, du cadre au non-cadre, parce que c'est très hiérarchisé, c'est absolument hiérarchisé en France. Effectivement, les institutions sont très verticales, il y a peu d'horizontalité, il y a très très peu d'horizontalité. Dès que vous mettez de l'horizontalité dans les équipes, on pense que vous êtes mal organisé. Donc les cadres ne le font pas, et de toute façon, ils ne sont pas formés à faire de l'horizontalité, hein. Que ce soit à Lyon 2 ou dans les centres de formation de travailleurs sociaux, on n'apprend pas l'horizontalité, on apprend la verticalité et rien d'autre. On a beau dire qu'on met 2-3 thèmes sur la horizontalité, c'est du blabla, en pratique, il n'y a absolument rien. Juste terminer, et justement, donc, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de rendre normal, d'assimiler, de normaliser les individus dans la participation? Et est-ce qu'il est possible de faire participer, d'intégrer réellement les personnes concernées, les usagers, les personnes qui sont l'objet des politiques publiques, si déjà, dans nos propres institutions, on n'intègre pas les professionnels, puisque les institutions sont hyper hiérarchisées? Est-ce qu'il est possible d'intégrer les personnes concernées si déjà nos propres professionnels ne sont pas intégrés d'institutions? Est-ce qu'on laisse les collègues italiens répondre en premier? Peut-être, je pense qu'on monopoliser. On entend que ça tourne un peu dans les différents groupes la parole, même si vous auriez sans doute des choses à dire, désolé, mais ils sont en train de traduire et puis on répond. Allora, premetto che l'Italia non è il paradiso. Alors, l'Italia, c'est pas le paradis. Non problème. Leggevo un libro che è stato presentato settimana l'altra alla assegna da vicino Nessuno è normale che tutti gli anni facciamo. Il va parler d'un livre qu'il a lu la semaine dernière, mais qui a été présenté dans le cadre du festival Da vicino Nessuno è normal, qui est le nom du festival de théâtre, entre autres, qui a lieu à Olinda. Donc, Da vicino Nessuno è normal est d'une parole de Basaglia qui dit de près personne n'est normal. Non è Basaglia, Caetano Veloso. Una canzone di Caetano Veloso. Ah non, c'est une chanson de quelqu'un d'autre, pardon. Basaglia l'ha presa. Ah, il l'a pris, Basaglia. Anche noi prendiamo. Ah, per noi bolscevichi, da vicino nessun delitto resta impunito. Pour nous, les bolcheviques, Per noi bolscevichi, da vicino nessun delitto resta impunito. Non reste impuni. Ecco, prendo un po' le parole di Franco Rotelli, che era aiutante e collega di Franco Basaglia. Donc, il prend les paroles de Franco Rotelli, qui était un collègue de Basaglia. Lui dice che la deistituzionalizzazione, la désinstitutionnalisation, serve per liberare risorse. Ça sert pour libérer des ressources. E dove è stato liberate tante risorse, si è fatta tanta deistituzionalizzazione, là où s'est libéré beaucoup de ressources, là où ça fait beaucoup de désinstitutionnalisation, si sono attivati servizi forti. C'est à ces endroits-là que sont activés des services forts. Per tutta la collettività. Pour toute la collectivité. E quindi c'è una città capace di rispondere ai bisogni. Et donc une cité qui est capable de répondre aux besoins. Ma questo permette anche di liberare altre risorse che non sono della sanità. Et donc ça permet de libérer d'autres ressources au-delà de ceux de la santé. Perché la società è piena di risorse. La société est pleine de ressources. A Trieste hanno fatto un servizio di quartiere. A Trieste ils ont fait un service de quartier. Dove le persone si trovano, magari portano il proprio anziano che ha problemi di Alzheimer, insieme con altri a giocare a carte. Où il y a des gens, peut-être que des anciens, qui ont peut-être un début d'Alzheimer, mais qui jouent avec des personnes du quartier, enfin avec d'autres personnes. Fatta dai cittadini. C'est fait des citoyens. Coordinata dai servizi. Et c'est coordonné par les services.
E questo apre la possibilità che la città possa diventare dal basso una grande risorsa per risolvere dal basso i problemi che sorgono. Et c'est ça qui permet que la cité, par le bas, répondre aux besoins de toute la cité, des citoyens. Così che i professionisti lavorano proprio sulle parti più difficili. Et comme ça, les professionnels travaillent que sur les parties les plus difficiles. E dove le persone si possono aiutare anche tra loro. Parce que les personnes elles peuvent aussi s'aider entre elles. Ma anche in Italia c'è l'esperienza dei gruppi di autoaiuto e degli utenti esperti. Donc aussi en Italie, il y a cette expérience de groupe d'aide et d'usagers experts. Anche lì le istituzioni fanno fatica a trovare i soldi per pagare queste persone. Là aussi, c'est difficile de trouver l'argent pour payer ces personnes-là. Perché non si può, non sono professionisti, non possono fare il concorso. Parce qu'ils ne sont pas professionnels, ils ne peuvent pas faire les concours. L'impresa sociale, noi siamo un'impresa sociale, Olinda. Donc l'entreprise sociale, parce que eux à Olinda sont une entreprise sociale. Non siamo gli unici, siamo in tanti in Italia. Il y en a beaucoup des entreprises sociales en Italie. Ha permesso di liberare altre risorse economiche. Ça a permis d'ouvrir d'autres sources économiques. Nella nostra storia, Olinda è nata all'inizio, quando ancora c'era l'ospedale psichiatrico, con risorse non economiche, ma operatori che hanno fondato la cooperativa. Les premières ressources au début, c'était des opérateurs, enfin, des professionnels qui apportaient leur énergie. Che nel loro lavoro, con i loro utenti, intanto creavano un'impresa sociale. Donc avec leur travail, avec leur usagers, enfin les gens avec qui insieme ad altri. Avec d'autres, ils ont commencé à créer des activités. Quando l'impresa sociale è nata, ha avuto subito la possibilità di prendere altri soldi. Donc dès que l'entreprise sociale est née, ça a donné tout de suite la possibilité de prendre d'autres argent. Che l'istituzione non poteva prendere. Que l'institution, comme elle était, ne pouvait pas prendre. A vendere servizi, bar, ristoranti. Donc l'entreprise sociale permettait de vendre au bar des services, voilà, dans le commerce. Chiedere soldi dalle altre istituzioni del comune, del settore cultura, per fare cultura. Et donc aussi demander de l'argent au niveau culturel, enfin des services culturels pour faire de la culture. E con questi soldi pagare i professionisti del teatro, i tecnici e tutta l'organizzazione per creare dello spettacolo. Et donc comme ça payait les personnes qui travaillent dans le théâtre. Ma dentro questo gioco o anche nella creazione di un bar, intanto abbiamo attivato altre risorse da altri servizi per fare i servizi di inserimento lavorativo, insegnare il mestiere sul campo. Donc ils ont été chercher aussi de l'argent du côté de l'insertion. E fare un tirocinio pagato intanto che imparava. Voilà, de payer des stagiaires voilà, plutôt que de faire gratuitement. Fino ad arrivare ad essere assunti, essere lavoratori. Lavoratori. Et jusqu'à petit à petit les salariés. E tutto questo insieme muove tante risorse ogni anno. Ora ormai la nostra impresa non dipende più dai soldi delle istituzioni. Donc ça, c'est cette multiplicité d'entrées et puis le fait que ce soit développé, ça a permis d'avoir assez d'argent pour ne plus dépendre des institutions. Oggi l'85% del nostro bilancio è tutto sul mercato. Donc aujourd'hui, 85% de leur chiffre vient du mercato, du marché, enfin, du commerce. Quindi dobbiamo essere molto bravi a fare i ristoratori, o a fare gli ostellatori, o a fare il teatro, perché la gente così viene e torna. Parce que, en fait, aussi parce qu'ils sont devenus bons à faire de la restauration, à accueillir à l'hôtel, à faire un festival du théâtre. Enfin, il y a de la qualité de service. E questa impresa sociale è una risorsa importantissima anche per le istituzioni. Et cette entreprise sociale, c'est aussi une ressource importante pour l'institution. Io sono educatore, io lavoro in una comunità protetta del Dipartimento di Salute Mentale. Donc lui,
Personnellement, il est éducateur et il travaille dans une communauté, un foyer, un petit foyer du secteur de l'hôpital qui est juste à côté de Guarda. Però dentro il mio lavoro faccio dei progetti che sono molto belli e potenti solo perché si possono fare con una linea. Con una impresa sociale. Mais par contre, il peut faire des choses avec ses usagers, les gens du foyer, dans Olinda, parce que c'est le seul endroit où il peut les faire. Je précise parce qu'il est bénévole à Olinda, donc il a un travail d'éducateur, mais en même temps, ce qui se passe à Olinda lui sert dans son travail à lui, parce que du coup, il amène les personnes qui suivent dans son foyer, de son foyer. Faccio un piccolo esempio di un progetto che mescola insieme riabilitazione e sanità con mercato. Donc un petit exemple de projet qui mélange les questions de réhabilitation et de commerce. Che dura oramai da 12 anni. Qui existe depuis 12 ans. E che muove 5.000 euro ogni anno. Et qui ramasse 5 000 euros par an. Non dalla sanità. Pas de seulement en vente. E che metto in tasca agli utenti. Voilà. Et ces 5 000 euros, ils vont à la fin dans la poche des usagers. Noi tutti i giovedì mattina facciamo un laboratorio di pasta fresca et biscotti. Tous les jeudis matins, ils font un atelier de fabrication de pâtes fraîches et de biscottes. Non, pas de biscottes, de biscuits, pardon. Attività pre-lavorativa. Donc c'est une activité pré-travail. Perché le persone ancora non riescono a stare tanto tempo. Parce que ces personnes-là n'arrivent pas à rester longtemps au travail. E la mattina del giovedì, dalle 10 alle 12:30, loro vedono tutto il processo produttivo del lavoro, dalla materia prima ai soldi in tasca. Donc tous les jeudis matins, de 10h à 12h30, ils font toutes les étapes de la fabrication. Et ils repartent avec l'argent dans la poche. Vediamo in gruppo, tanti clienti ci chiedono la pasta, ce la comprano. Donc ils ont des acheteurs avant ou alors dans le restaurant qui achètent les pâtes à midi. E tutti i giovedì facciamo 30 kg di pasta e 4 kg di biscotti. Donc 30 kg de pasta et 2 ore e mezza. En 2 heures et demie et 30 kg de biscuits. Donc. E vendiamo. E le persone vengono a comprare, a spendere, a dare soldi. Et les gens, ils viennent, ils achètent, ils viennent dépenser de l'argent. Ma soprattutto invidiano quelli che sono da fare la pasta. Et surtout, ils envient ceux qu'on fait les pâtes. Enfin, E diciamo, vieni con noi, falla con noi. Et donc, viens avec nous, fais-la con nous. E le persone svantaggiate insegnano come si fa. Et donc, les personnes désavantagées enseignent comment on fait la pâte. E il potere lì cambia rispetto alla... Et le pouvoir change par rapport à d'habitude. Les rapports de pouvoir. E questo permette di mescolare le cose, di avere soldi in più che non c'erano prima per dare agli utenti. E questo permette agli utenti anche di capire che io sono capace come lavoratore, allora faccio un percorso verso il lavoro. Alors, c'est ça qui permet d'avoir de l'argent en plus pour payer les usagers. Et en plus, ça fait dire aux usagers que donc ils sont capables de travailler. L'impresa sociale muove altre risorse. Désolé, on a jusqu'à la nuit ou on est... Normalement, il y avait une pause de écart à 30. Mais bon. Peut-être je vous donne quand même la parole pour terminer. Juste une minute pour répondre justement aux collègues sur la question de la tarification de la participation. J'ai fait effectivement des condensés très simples tout à l'heure. C'est évident que ce n'est pas suffisant de tarifer à la participation. Par contre, je pense que c'est un préalable et ça répond à la question qui était posée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui a été dit hier notamment, on n'est pas dans une phase de désengagement de l'État. Au contraire, on est dans une phase de recentralisation de la gestion du secteur médico-social. La CNSA reprend le pouvoir, les départements en perdent de plus en plus et on est dans une reconcentration de la gestion du système qui favorise très largement les grands acteurs associatifs, donc les grosses associations gestionnaires. On est dans une montée en technicité extrêmement importante.
Et je pense que ce qui peut justement amener des garde-fous à ces concentrations de pouvoir et à cette régulation vers de plus en plus toujours de gros acteurs, c'est justement d'obliger ces gros acteurs à intégrer la participation des personnes dans les dispositifs de gouvernance en multipliant les dispositifs de démocratie locale. Je ne peux pas rentrer dans le détail de Séraphin où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais on est encore dans les questions simplement de savoir si on finance les personnes, si on finance les établissements et sur quel niveau de réflexion. Mais il n'y a pas d'instrument encore aujourd'hui qui est fourni. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'équipe projet de Séraphin réfléchit justement à des solutions qui vont pouvoir endiguer les phénomènes de concentration des gros acteurs. Aujourd'hui, ceux qui poussent pour une tarification à l'activité, pour des tarifications spécifiques, c'est les acteurs du terrain, ce n'est pas l'État. C'est des grosses associations qui savent que techniquement, ils vont être en capacité de gérer ça et d'en tirer des profits. Et merci beaucoup. C'est le temps de s'arrêter. C'était très intéressant. Merci à tous. Merci.